les commandos israéliens ont capturé un agent iranien en Syrie sous le nez de ses gardes du corps du Hezbollah, tandis que l'Iran affirme préparer une opération complexe contre Israël avec ce qu'il dit être des missiles plus puissants que ceux qu'il a tirés lors des cycles précédents. Certains d'entre eux pourraient être tirés depuis le territoire irakien, car l'Iran ignore les protestations du gouvernement internationalement reconnu de Bagdad, tout comme il a ignoré le gouvernement internationalement reconnu du Liban. En ce qui concerne le Liban, le Hezbollah tente de faire comme si de rien n'était, malgré les dégâts considérables qu'il a subis, en montrant son nouveau site souterrain de lancement de roquettes. Les forces de défense israéliennes ne sont pas impressionnés et continuent de démolir méthodiquement l'infrastructure terroriste du Hezbollah. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, le Hamas a mené une attaque terroriste contre un convoi d'aide humanitaire apportant de la nourriture et des médicaments aux civils. Tsahal a informé les Nations Unies de l'incident et verra si elles font quelque chose à ce sujet. Entre-temps, un autre terroriste ayant participé au massacre du 7 octobre 2023 a été éliminé. Entrons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 395e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et toutes les milices chiites en Irak et en Syrie qui sont contrôlées par l'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, prenez une seconde et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Après que les commandos de marine de la 13e flotte ont capturé un haut responsable du Hezbollah au Liban hier, il a été annoncé publiquement qu'un autre agent iranien avait été capturé lors d'une opération similaire en Syrie il y a quelques mois. Ali Suleiman al-Assi, un Syrien qui vivait dans le village de Saïda, a été capturé par l'unité Eghoz de Tsahal et ramené en Israël pour y être interrogé. Des officiers de l'unité 504 de la direction du renseignement ont accompagné les commandos pour identifier Al-Assi avant qu'il ne soit placé en détention. L'unité a une grande expérience de ce type de mission et a été capable de se glisser dans le village, de prendre en charge sa cible et de ressortir sans que personne ne s'en aperçoive avant qu'elle ne soit partie depuis longtemps. Cela inclut les agents armés du Hezbollah qui se trouvaient à proximité et qui était censé protéger l'agent iranien contre ce qui lui est arrivé. Ces gardes du corps ont également été renforcés par des soldats des unités armées régulières fidèles au président Bachar el-Assad qui ont été distraits par les tactiques de diversion que l'unité Eghoz a créées pour eux. Cette opération est le résultat d'une planification et d'une préparation méticuleuse qui ont duré plusieurs semaines. La cible a été observée par différents moyens et ses mouvements et habitudes ont été observés afin de décider du meilleur moment et du meilleur endroit pour l'extraire. Ses associés et les autres membres de son équipe ont également été observés et nous pouvons supposer qu'ils sont toujours surveillés et qu'ils fournissent des renseignements à Tsahal sans même le savoir. Pour en revenir à Al-Assi, au cours de son interrogatoire, il a admis avoir été recruté par un agent iranien qui lui a dit que la région où il vivait était stratégiquement importante pour l'Iran car elle lui permettait d'observer les unités de Tsahal dans la région. Il a déclaré que ces agents iraniens lui avaient dit « Tu dois te joindre avec nous pour surveiller les frontières ». Il m'a dit qu'il faisait partie des services de renseignement militaires, mais qu'en pratique, l'Iran était derrière eux. D'après ce que j'ai compris, il appartient à l'Iran. Je veux dire que l'Iran ne marche pas ouvertement. Il y a une dissimulation de la part des services de renseignement militaires, et c'est ce qu'il dit. Nous l'informions en précisant qu'un char d'assaut avait été repéré la veille à une heure précise et que plus tard, une unité de patrouille avait traversé les environs à une autre heure. Telles sont les informations que cet agent a révélées à Tsahal. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que l'opération d'arrestation d'Al-Assi par les forces de Tsahal a empêché et perturbé une future attaque et a permis de révéler la méthode d'opération des entités iraniennes sur le front du plateau du Golan.
Tsahal continuera à œuvrer pour la sécurité des frontières et ne permettra pas l'établissement de l'accès iranien et la direction d'activités hostiles à partir du sud de la Syrie. Des rapports sur cette annonce ont rapidement commencé à apparaître sur les portails des médias arabes, y compris le réseau libanais Al-Mayadeen, qui est affilié au Hezbollah. Ce rapport indique qu'Israël a arrêté Al-Assi en Syrie le 18 juillet et confirme par ailleurs les détails inclus dans l'annonce de Tsahal. Une source locale dans la région sud de la Syrie a déclaré à la station de radio syrienne Sham FM que Tsahal a effectué de nombreux raids dans la région au fil des ans, en particulier contre les bergers qui s'approchaient de la clôture frontalière. Il arrive quelquefois que certains habitants tentent d'affronter Tsahal par la force, ce qui donne lieu à de vifs échanges de tirs, mais la plupart du temps, Tsahal entre et sort sans que personne ne puisse s'en apercevoir. Quoi qu'il en soit, c'est la deuxième fois au cours des dernières 48 heures que Tsahal admet, de manière inhabituelle, que leurs forces ont arrêté des agents terroristes en territoire ennemi dans le cadre d'une opération spéciale. Comme je l'ai dit précédemment, cela fait suite à l'annonce selon laquelle les commandos de marine ont remonté la côte de la ville de Batroun, dans le nord du Liban, à bord de vedettes rapides, et se sont emparés d'Imad Amkaz, un logisticien du Hezbollah et officier de marine qui étudiait en vue de devenir un meilleur terroriste. Ses études et sa carrière de terroriste sont désormais terminées. Tout ceci nous amène à une autre rumeur qui a fait le tour des organes de presse mondiaux en février de cette année. L'un de ces portails d'information, le site d'information syrien, Nida al-Watan, a rapporté à cette époque que Mata al-Shahran, un membre éminent du parti Baas qui a gouverné la Syrie pendant des décennies, avait disparu après avoir vécu chez lui dans le village d'Al-Rafid, dans le district de Quneitra, en Syrie. Nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu de cet homme qui était soupçonné de sympathie pour les opposants au régime en place. De nombreuses rumeurs circulaient à l'époque, selon lesquelles il avait été enlevé par des agents israéliens ou qu'il avait coopéré avec Israël et qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un enlèvement, mais plutôt d'une opération de sauvetage. Une autre rumeur prétendait qu'Israël le payait depuis des années pour obtenir des informations et que c'était là sa manière de prendre sa retraite après que le Mossad lui ait trouvé une nouvelle identité et un exil confortable en Europe. Nous ne saurons probablement jamais ce qui est réellement arrivé à cet homme et aux dizaines d'autres comme lui qui disparaissent chaque mois dans tout le Moyen-Orient. Cet endroit est parfois très étrange. Et il l'est encore plus pour les agents de l'axe du mal qui vouent et consacrent leur vie à la tâche vaine et inutile d'essayer de détruire l'État d'Israël. Mais laissons derrière nous le monde mystérieux des agents secrets. Notre prochain reportage nous vient du Liban, où les forces israéliennes ont mené une frappe au cours des dernières 24 heures qui a éliminé Abu Ali Racha, un autre commandant régional du Hezbollah qui avait autorité sur les forces terroristes dans la région de Baraachit. Il était également responsable des schémas de tir anti-aériens et des lancements de drones vers le nord d'Israël à partir de son secteur. Il ne le fera plus et le Hezbollah est rapidement à court de terroristes compétents pour remplacer les commandants de terrain qu'il a perdus. Pour en rester au Liban, un autre rapport du portail d'information libanais El Mayadeen, affilié au Hezbollah, a cité ces dernières 24 heures un responsable palestinien qui a déclaré que les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza tournent en rond et sont au point mort. Selon lui, l'offre partielle n'existe plus. Gardez cela à l'esprit, car cela sera révélé dans les reportages qui seront diffusés plus tard dans cette émission sur les événements dans la bande de Gaza. Les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte des développements à venir. Merci de continuer à nous aider à répandre la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en nous suivant sur les médias sociaux. Vous pouvez également visiter notre site web à l'adresse tbnfr.org afin de nous soutenir en devenant un partenaire mensuel. Pour en revenir à l'Iran, le commandant adjoint du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, Ali Padavi, a déclaré dimanche que la réponse à l'attaque israélienne sera certainement mise en œuvre, mais que les détails ne peuvent être discutés.
Le Wall Street Journal a indiqué dimanche soir que l'Iran avait informé des diplomates étrangers qu'il avait perdu 4 soldats et un civil dans l'attaque israélienne et qu'il était donc nécessaire que l'Iran fasse une démonstration de force, y compris une réponse complexe comprenant des ogives encore plus puissantes et d'autres armes. Par ailleurs, Sky News Arabia a publié une information selon laquelle le conseiller politique du Premier ministre irakien, Fadi al-Shamari, a déclaré qu'Israël cherchait à aggraver le conflit dans la région et qu'une attaque des forces israéliennes contre l'Irak ne pouvait être exclue. Il a émis une réserve et a déclaré « Nous ne voulons pas donner à Israël une justification pour agir de la sorte ». Al-Shamari a également fait remarquer que l'Irak ne veut pas que son territoire devienne une autre zone d'opération pour l'une ou l'autre des parties. Auparavant, le commandant des gardiens de la Révolution, Hussein Salami, avait déclaré « Nous avertissons les États-Unis et Israël que la résistance islamique apportera une réponse sévère au front du mal. L'Iran et la résistance seront équipés de tout ce qui est nécessaire pour affronter l'ennemi. » Il a aussi clairement menacé que l'attaque à venir serait la plus importante en termes de quantité et de qualité. Dans le même temps, il a été rapporté que des armes supplémentaires avaient été envoyées à Israël par le Pentagone dans le cadre du renforcement significatif d'Israël par les États-Unis et dans le cadre des préparatifs d'une éventuelle attaque iranienne. En réponse à cette aide américaine, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a multiplié les mises en garde à l'égard des États-Unis, déclarant « Ils doivent savoir qu'ils recevront sans aucun doute une réponse écrasante pour ce qu'ils font contre la République islamique d'Iran et l'ensemble du front de la résistance qui lui est allié. » Au milieu de toute cette rhétorique et de ces fanfaronnades diplomatiques et militaires, on peut légitimement se demander pourquoi l'Irak a été choisi par l'Iran pour lancer une attaque contre Israël. Hormis le fait que les missiles balistiques et les drones mettent un peu moins de temps à voler jusqu'en Israël, l'Iran n'a que très peu d'avantages évidents à essayer de lancer des armes sur Israël à partir du territoire irakien. Mais bien sûr, cela fonctionne dans les deux sens, puisqu'Israël peut plus facilement lancer ses propres frappes préventives sur les sites de lancement iraniens s'ils sont transportés depuis le territoire irakien. Le principal avantage que l'Iran semble penser tirer des tirs sur Israël depuis le territoire irakien, éventuellement en coordination avec les Houthis au Yémen, est que cela donne à l'Iran une mince excuse pour dire que cela ne venait pas vraiment d'eux et qu'Israël ne devrait donc pas riposter contre des cibles à l'intérieur même de l'Iran. Mais il est très peu probable que cela fonctionne et les représentants des États-Unis ont déjà averti l'Iran par le biais d'intermédiaires que si Israël est à nouveau frappé, ils répondront cette fois-ci sans retenue. Il faut également souligner que les milices chiites irakiennes que l'Iran utilise comme force mandataire dans ce pays ne font pas partie du gouvernement irakien internationalement reconnu, mais qu'elles essayent de dire qu'elles devraient être reconnues elles-mêmes comme les dirigeants légitimes de l'Irak. Ils tentent notamment de faire valoir leur point de vue en affirmant que le gouvernement irakien n'a pas réussi à empêcher Israël d'utiliser l'espace aérien irakien pour lancer une attaque contre l'Iran et qu'ils vont donc prendre les devants et lancer eux-mêmes une attaque contre Israël afin de corriger cette erreur. C'est une façon de prendre position devant les masses irakiennes en essayant d'obtenir le soutien populaire des gens ordinaires. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à suivre l'évolution de la situation. Dans la bande de Gaza, un autre des terroristes ayant participé au massacre du 7 octobre a été éliminé au cours des dernières 24 heures. Cette fois, c'est Ahmed El-Dalou du groupe du djihad islamique palestinien qui a été abattu par une frappe aérienne israélienne. Entre-temps, le Hamas a eu recours à des attaques terroristes contre des civils palestiniens. Dimanche soir, des terroristes du Hamas ont fait exploser une bombe près d'un convoi humanitaire à quelques centaines de mètres seulement de l'hôpital Kamal Adwan, endommageant l'hôpital et blessant 6 enfants qui s'y trouvaient. L'explosion a provoqué des éclats d'obus qui ont touché la cour et le toit de l'hôpital, ainsi que les véhicules du convoi stationnés à proximité. Aucune victime parmi les membres du convoi n'a été signalée. Tsahal et les forces de défense israéliennes ont informé les Nations Unies de l'incident et verront si les Nations Unies feront quelque chose à ce sujet. Dans le même ordre d'idées, Tsahal poursuit ses opérations de nettoyage dans le nord de la bande de Gaza.
Il s'agit de la plus grande manœuvre terrestre depuis le début de la guerre, couvrant plus de terrain et impliquant des actions plus intenses que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les opérations se concentrent principalement sur 3 villes du nord de la bande de Gaza, Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahia. Il y a environ 300 000 résidents civils palestiniens dans cette région et beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à se déplacer plus au sud vers des zones de sécurité désignées afin de ne pas être pris dans les batailles entre Tsahal et les terroristes du Hamas. Le Hamas et le djihad islamique ont rassemblé leurs dernières forces pour faire front dans ces villes et Tsahal estime qu'ils ont jusqu'à 5000 terroristes armés qui combattent dans cette région, cachés au milieu de la population civile. Bien que Tsahal ait trouvé et capturé d'énormes stocks d'armes et de munitions au cours des 13 derniers mois de guerre, ces terroristes parviennent toujours à en trouver et à les utiliser pour attaquer les positions de Tsahal en surgissant de leurs cachettes, tirant et fuyant. Tsahal pense qu'il pourrait également rester des otages israéliens dans cette région. Les forces israéliennes prennent donc le temps, vont de maison en maison, les recherchent, éliminent les terroristes qu'elles rencontrent et s'emparent des armes, des munitions et des renseignements qu'elles peuvent trouver. C'est un travail difficile, dangereux et souvent frustrant. Mais il faut le faire pour que cette campagne soit menée à son terme avec succès. Les forces de Tsahal sont de plus en plus nombreuses à participer à cette campagne de lutte contre l'infrastructure terroriste du Hezbollah au sud Liban et continuent de progresser beaucoup plus rapidement que prévu. La brigade Kafir rejoindra bientôt la brigade Givati et la 401e brigade opérant dans le nord de la bande de Gaza dans le but d'écraser les forces restantes du Hamas dans le camp de réfugiés de Jabalia. Pour mettre en œuvre ces plans, Tsahal font un usage intensif de drones afin de localiser les terroristes palestiniens et d'éviter, dans la mesure du possible, que les soldats de Tsahal et les civils palestiniens non impliqués ne subissent des dommages en raison des combats intenses. Je dois vous expliquer que l'opération actuelle dans le nord de la bande de Gaza a commencé le 5 octobre. Le Hamas estime que son objectif est de mettre en œuvre un plan conçu par le major de réserve Giora Eiland qui vise à éliminer toute la présence militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et à vider la zone de ses civils afin de transformer le nord de la bande de Gaza en une zone militaire fermée. C'est la 3e fois que Tsahal doit intervenir dans la zone de Jabali depuis le début de la guerre et cette fois, elles sont déterminées à trancher la bataille et à démanteler le bras militaire du Hamas une fois pour toutes. Cette action permettra à Israël d'éliminer tous les terroristes armés qui restent dans cette zone et de prendre effectivement en charge la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Nous vous invitons donc à continuer à diffuser la vérité en partageant nos vidéos YouTube et en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également faire un don pour que nous puissions créer davantage de vidéos comme celle-ci en allant sur notre site web à l'adresse tbnfr.org ou en cliquant sur le bouton de don sur YouTube. Pour conclure le rapport d'aujourd'hui, après que la Knesset a approuvé la semaine dernière une loi selon laquelle les activités de l'UNRWA en Israël seront arrêtées dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Yisrael Katz, a ordonné l'annulation de l'accord entre Israël et l'UNRWA. Et cet accord, qui constituait la base juridique des relations entre les parties, est désormais annulé. M. Katz a ordonné au directeur général du ministère des Affaires étrangères, M. Yaakov Blitzstein, de notifier aux Nations Unies l'annulation du contrat avec l'agence, conformément aux dispositions de la section 1B de la loi visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA, qui a été approuvée comme indiqué à la Knesset. L'UNRWA, l'organisation dont les employés ont participé au massacre du 7 octobre et dont beaucoup sont des agents du Hamas, fait partie du problème de la bande de Gaza et non de la solution. C'est ce qu'a déclaré le ministre israélien Katz. Les installations de l'UNRWA ont été utilisées par des terroristes à des fins terroristes et rien n'a été fait pour y remédier. En outre, même les recommandations des Nations Unies elles-mêmes, consignées dans le rapport Colonna, n'ont pas été mises en œuvre par l'UNRWA. Il a ajouté:
Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de substitut à l'UNRWA. Aujourd'hui encore, la grande majorité de l'aide humanitaire est acheminée par d'autres organisations et seulement 13% de cette aide est acheminée par l'UNRWA. L'État d'Israël est lié par le droit international et continuera à autoriser l'introduction de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza de manière à ce qu'elle ne nuise pas à la sécurité des citoyens d'Israël. Alors, s'il vous plaît, priez pour Israël. Priez pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se battent dans les airs, en mer ou sur terre, que ce soit au Liban, dans la bande de Gaza ou n'importe où ailleurs dans ce conflit. Priez pour le retour des otages de Gaza en Israël. Mes amis, je vous demande de prier pour la paix d'Israël et surtout, unissons-nous dans la prière pour la paix de Jérusalem et ensemble nous gagnerons cette guerre parce que Dieu est de notre côté.